probablement sur vous, des appareils qui se servent de l'intelligence artificielle, vous en avez peut-être même chez vous. Simplement, pour certains, l'intelligence artificielle peut être l'objet de doutes, peut-être de craintes. Pour d'autres, ce sont des technologies qui apportent beaucoup d'espoir. Et dans tout ce monde de l'intelligence artificielle, on ne s'y retrouve pas toujours. Les définitions sont parfois un peu floues, celles qu'on trouve en tout cas sur le web ou dans certains magazines. Et donc ce soir, pour tenter de répondre à ces questions de définition et essayer de départager le pour du contre, nous avons deux intervenants. Alors, Frédéric Wickert, qui est fondateur et directeur général de AI Sense. Il a travaillé chez Microsoft dans l'accompagnement technique et d'éditeurs de logiciels ainsi que de start-up. Aujourd'hui, il a créé en Alsace son entreprise. Et à ma droite, vous allez voir Marius de Robantou, qui est un jeune doctorant qui travaille sur un projet de thèse dans le domaine de l'intelligence artificielle sous l'angle théologique. Le titre de sa thèse est Imago Dei, Personhood and Human Dignity, Theological Reflections on the Challenges of Strong Artificial Intelligence. En français, l'image de Dieu, la personne et sa dignité, réflexion théologique sur les enjeux de l'intelligence artificielle forte. Pour ma part, et l'équipe qui est avec moi dans la salle, nous faisons partie du pôle de stratégie de transformation numérique de l'Université de Strasbourg, et entre autres, nous créons ce type d'événements et des formations également en numérique au sein de l'Université de Strasbourg. Je vais peut-être lancer tout de suite les grandes questions en posant naïvement la question de la définition de l'intelligence artificielle. Est-ce que si je donne une définition comme relativement restreinte, comme l'intelligence artificielle est un ensemble de traitements d'informations par une machine dans le but d'imiter l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une définition sur laquelle vous pouvez rebondir pour la préciser? Bon, bonsoir. Je m'excuse pour mon français au début, il n'est pas très avancé. À mon avis, la définition est bonne, mais on doit définir les termes qui composent la définition. Parce qu'on parle de l'intelligence humaine et de simulation de l'intelligence humaine. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'intelligence humaine est une chose que nous ne sommes pas au point où nous le comprenons très bien. C'est vraiment mystérieux, et aussi dans la philosophie, on a beaucoup de théories pour l'esprit humain et pour l'intelligence humaine. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'intelligence est définie comme la capacité de résoudre des problèmes. Donc ici, déjà, je trouve que c'est une définition très étroite pour l'intelligence. Ça limite l'intelligence jusqu'à trouver des solutions pour des problèmes très, très pratiques, très concrets, où l'intelligence humaine est plus que ça, nous sommes tous d'accord, je crois. Et s'il s'agit de simuler une simulation d'une intelligence humaine, donc l'intelligence artificielle n'est pas du tout près d'arriver à ce point. Donc ça voudrait dire que dans la définition naïve que j'ai donnée, les deux parties sont à considérer, la partie simulée et la partie intelligence. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui placent beaucoup d'espoir dans la partie simulation de l'intelligence artificielle, et je crois que vous avez peut-être des exemples à donner de ce qu'apporte l'intelligence artificielle au sens commun du terme, au sens dans lequel pour l'instant on l'entend dans l'Assemblée. Alors oui, bonsoir. En fait, le terme simulé, dans les définitions, il arrive
Tout simplement parce que en 1955, quand le terme intelligence artificielle est apparu, c'était pour un seul et unique objectif, c'était de simuler l'intelligence humaine dans des ordinateurs pour mieux la comprendre. Du coup, on a gardé ce terme de simulation, ou de simuler une intelligence, donc dans un ordinateur donc artificiel. Et les termes aujourd'hui changent, hein, tu l'as dit en introduction, Rodrigue, il y a plein de définitions différentes de l'intelligence artificielle, et il y en a plein, alors on peut en prendre n'importe laquelle, et on pourra à chaque fois avoir un débat différent. Mais si on s'arrête effectivement juste à la simulation, ça va restreindre un petit peu, comme le disait Marius, ce qu'est l'intelligence. Et moi j'aimerais ajouter le mot s'adapter, c'est-à-dire que l'intelligence c'est s'adapter aussi à un contexte. Donc on va récupérer de l'information, on va s'adapter à ce contexte pour faire une réaction ou agir. Et donc dans ce principe ou dans cette définition-là, donc prédire et agir, on a plein de scénarios existants aujourd'hui. Donc, qui vont aller de prédire un chiffre d'affaires, un forecast, prédire une température, faire en sorte que vos GPS fonctionnent, c'est-à-dire le zoom de vos GPS fonctionne, faire en sorte d'avoir un marché boursier qui fonctionne ou pas, d'ailleurs, des voitures autonomes, des reconnaissances d'objets dans les images, et il y a foule comme ça d'exemples qu'on peut avoir, et les exemples qu'on cite habituellement, c'est en tout cas des exemples positifs qu'on cite habituellement, c'est dans la santé. Par exemple, détecter plus rapidement une tumeur, une tumeur cancérigène, détecter plus rapidement quel type de blessure on a pour proposer le meilleur pansement, et ainsi de suite. Mais même dans cette assertion positive de l'intelligence artificielle, je vais me faire l'avocat du diable, mais on parle, et une des grandes craintes de l'apparition du numérique en général et de l'intelligence artificielle en particulier, c'est la destruction d'emplois. C'est également peut-être justement des prévisions qui sont trop basées sur des statistiques froides. Ouais. Alors toute révolution dite industrielle a supprimé des emplois pour en créer des nouveaux. Toutes les statistiques qui disent l'IA va générer plus d'emplois qu'elle n'en détruit, il y a deux choses importantes là-dedans. C'est d'abord qu'elle va en détruire. Donc moi qui fais de l'IA, je ne fais pas l'autruche non plus. Hein. L'IA va détruire des emplois, mais va en créer plein d'autres. Et le problème, c'est la transition. C'est qu'est-ce qui va se passer pour tous les emplois qui vont être détruits aujourd'hui au profit des nouveaux qui vont apparaître demain. Alors, on va peut-être lancer, justement, pour avoir une idée de votre présentation de la destruction d'emplois. Alors, si vous allez sur, peut-être que tu peux, voilà, si vous allez à cette adresse-là, celle qui est en bas, donc c'est http://rxic, ou en flashant simplement le QR code, vous allez atterrir sur une plateforme où vous allez pouvoir répondre aux questions qu'on va vous poser en direct. Donc pour l'instant, c'est le 16% qui l'emporte. Alors, c'est 27%. Beaucoup de pessimistes. Waouh. Vous êtes que 27 ? Bon, ça a l'air de se stabiliser. Et la bonne réponse est 16%. C'est quand même pas un chiffre négligeable, mais ce n'est pas rien non plus. Une autre crainte qu'on voit apparaître, là on a parlé un petit peu des aspects positifs et négatifs, mais aussi de la perte de destruction d'emplois auquel tu as répondu. Il y a une autre crainte qu'on entend souvent dans le public qui concerne le fait que
comme l'intelligence artificielle nous permet d'externaliser certaines de nos fonctions, je pense par exemple à la mémoire, qui connaît tous les numéros de téléphone de son agenda, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, même si auparavant ceux qui avaient comme moi un calepin, on finissait par les apprendre par cœur, mais de nos jours avec un smartphone, il retient le numéro de téléphone, je n'exerce plus ma mémoire et certaines études tendent à montrer que du coup nos capacités mnésiques et peut-être nos capacités attentionnelles diminuent avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une réalité à laquelle il va falloir s'habituer ou est-ce que c'est des changements qui ne sont que... Alors avant quelques jours, je pensais différemment. Là, j'ai changé un peu d'avis par rapport à ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais il y aura un temps positif, c'est-à-dire qu'on aura du temps. Et le temps qui ne changera pas, hein, ça sert toujours 24 heures, hein, mais le temps, on va pouvoir peut-être en faire quelque chose de créatif. Moi, bizarrement, j'ai des principes très très curieux pour un entrepreneur. Je prône le fait que les employés doivent s'ennuyer. Ouais, parce que l'ennui favorise la créativité. Voilà, donc j'aimerais bien que les employés soient créatifs. Et c'est un peu bizarre de temps en temps de dire ça, mais on essaie d'occuper donc son temps de cerveau à faire quelque chose. Ça, c'est le côté positif. C'est le côté je suis responsable, j'ai du temps. Donc soit je fais une sieste pour me reposer, ça c'est bien aussi, hein, alors pas une sieste de 3 heures, hein. Soit j'occupe ce temps pour des activités créatives, ça peut être observer les fourmis, hein, ça peut être une activité très créative, ça peut être lire un livre, ça peut être faire du bricolage, justement. Ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est se mettre devant un écran de télé, et je vais être peut-être un peu caricatural là, et regarder des séries ou des émissions de télé. J'essaie de trouver des mots pour rester gentil en fait. C'est qui vous apportent pas grand chose en fait. Moi ce que j'allume plus trop la télé, hein. Moi ce que j'aimerais voir à la télé ce sont les émissions où j'apprends quelque chose et pas la télé où je suis obligé de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire à tout bout de champ. Le ça, je le fais tout le temps, mais je ne supporte pas. Donc ça, c'est le côté négatif. Et on sait qu'on est un peu comme ça, nous, êtres humains. Si on peut ne rien faire, on ne fait rien. Donc ça, c'est le danger. Maintenant, ce n'est pas l'IA qui apporte ce danger-là. Hein. C'est le numérique dans sa globalité qui fait que comme on a moins de choses, et tu l'as dit, hein, je n'ai pas besoin de retenir les numéros de téléphone, donc je ne les retiens pas. Je n'ai pas besoin de faire d'équations mathématiques parce que j'ai des machines à calculer ou des ordi qui le font bien, je ne le fais plus. Alors qu'écrire une équation mathématique, c'est magnifique, évidemment. Donc ça c'est le danger. Mais c'est vraiment... Nous on a une mission, alors, je ne veux pas faire de promo, mais quand je dis souvent élever le niveau de conscience numérique, c'est ça. C'est avant de pouvoir commencer à utiliser des outils très avancés qui sont l'IA, il faut être conscient que si on a du temps, il faut faire quelque chose de ce temps-là. Ça peut être du bénévolat, de l'œuvre humanitaire, ce que vous voulez, mais il faut en faire quelque chose et pas rester devant les écrans. Alors est-ce que ça suppose justement qu'avec l'accroissement et le développement de l'intelligence artificielle, il faudra prévoir dans l'éducation une sorte de formation à que faire de son temps, à comment, parce que pour l'instant c'est pas vraiment le... Voilà. Pour augmenter la créativité justement que tu prônes, il faudra peut-être éduquer les gens. Éduquer les gens, apprendre à apprendre. C'est ça. Parce que si on pousse le raisonnement plus loin que je vais perdre certaines capacités parce que des machines vont le faire à ma place, certains comparent cette évolution liée à l'intelligence artificielle à une nouvelle étape de l'évolution, avec peut-être les questions posées par les transhumanistes. Et là, je m'adresse plutôt à toi, Marius. Comment les transhumanistes imaginent la place que va prendre l'intelligence artificielle? Oui, dans le transhumanisme, il existe plusieurs courants.
On ne peut parler d'un seul type de transhumaniste. On a des transhumanistes radicaux qui disent que nous allons devenir tout artificiel, nous avons mélangé avec la machine. On a des autres qui disent que l'intelligence artificielle va beaucoup augmenter nos fonctions, mais elle va rester toujours une aide pour nous, pour faire les tâches qui ne sont pas naturelles pour nous. Et c'est comme ça que quand j'ai commencé à étudier l'intelligence artificielle, j'ai découvert qu'on part toujours de l'intelligence artificielle, mais on arrive à l'humain. Qu'est-ce que l'humain? C'est ça la question, la grande question, parce qu'on peut parler de la perte des capacités, de la mémoire, de la capacité de calculer. Mais si on pense d'un point de vue évolutionnaire, ces capacités ne sont pas très naturelles à nous. Nous n'avons pas évolué pour faire des multiplications des grands nombres ou pour mémoriser des numéros de téléphone. Et à mon avis, ce n'est pas une tragédie si nous perdons un peu l'exercice de faire ce type de capacités. Parce qu'ils sont un peu marginaux pour l'être humain. Mais disant ça, je suis d'accord que nous n'avons pas la réponse pour la question essentielle, qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que le destin de l'homme. Et parce que ça pourrait beaucoup nous aider à répondre quelles sont les capacités dont nous pouvons nous dispenser et quelles sont les capacités qui sont vraiment essentielles pour notre existence et pour notre dignité. Mais la capacité de mémoriser, c'est dans chaque révolution technologique et sociale, on a des questions comme ça. Moi, j'étais petit, j'étais un peu inquiété parce que je ne savais pas comment faire l'agriculture ou le bricolage. Et c'était encore en société, il y a 20-30 ans, où je pensais que ces capacités seront essentielles pour ma vie. Maintenant, je n'ai pas eu trop de problèmes parce que je ne suis pas un très bon bricoleur. L'intelligence artificielle va remplir les humains dans les tâches très répétitives, les tâches où on n'a pas besoin de beaucoup de créativité. C'est ça l'état des lieux, mais peut-être que l'IA va devenir aussi créative. Ça nous n'avons pas aucun moyen de savoir. Mais quand même, il y a une frontière entre l'intelligence artificielle du quotidien, j'allais dire, celle qui va nous aider à travailler autrement, à mémoriser des choses, à faire des calculs plus rapidement que ne peut le faire un cerveau humain, en tout cas l'intelligence artificielle en tant que machine plus performante, et l'intelligence artificielle qui pourrait, si j'entends bien ce que tu dis, qui pourrait presque nous remplacer, ou en tout cas prendre des décisions à notre place. Donc il y aurait deux sortes d'intelligence artificielle, de catégories, de grandes catégories d'intelligence artificielle. Oui, alors, il y a beaucoup de choses dans ta question en fait. Bon, il y a deux grandes catégories d'IA qu'on a nommées tout simplement faibles et fortes. L'IA faible et l'IA forte. Donc aujourd'hui, ce qu'on retrouve au quotidien, donc les IA qui font de la prédiction, ce qu'on appelle des IA faibles, les IA qui détectent des objets dans les images, des visages dans les vidéos, ou ces choses-là, ça reste de l'IA faible. On est là-dessus. Donc en fait, ça permet de répondre en fait à 5 questions uniquement, l'IA. Est-ce que c'est A ou B? Oui ou non, spam ou pas spam, fraude, pas fraude, etc. Ça permet de répondre à une question, est-ce que c'est bizarre? Est-ce que la transaction là est normale ou pas normale? Une autre question, c'est combien? Moi j'avais un chef qui disait, quand il appelait, au lieu de dire ça va, il me disait toujours quand combien. C'est son ça va lui, quand combien, je disais moi aussi. Et ça c'est une IA qui dit toujours combien. La seule chose qu'elle peut prédire, donc, c'est les chiffres d'affaires, c'est une vente, une diminution, une augmentation, etc. Les classements, donc tout le monde, si vous achetez en ligne, vous êtes classé
soit bon acheteur, mauvais acheteur, vous êtes classé dans ceux qui vont acheter tel produit à cette période-là, parce que dans votre connaissance, il y a quelqu'un qui a acheté le même produit, etc. Ça, c'est le classement, très complexe. Et puis le dernier, où je crois beaucoup, et qui est différent des autres, c'est qu'est-ce que je dois faire. Dans tous les autres, c'est de la prédiction, et le dernier, c'est de la décision. Mais ça reste de l'IA faible. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre un exemple très simple qui m'amuse toujours, c'est l'aspirateur autonome. Bon, déjà parce que si lui renverse quelqu'un, ça fait moins mal. Donc je prends l'aspirateur autonome, ça évitera un autre débat. Et l'aspirateur autonome, il faut qu'il rentre à sa base avant qu'il soit vide. Voilà. Donc lui, il va dire, je dois rentrer ou je continue à aspirer? Je dois rentrer ou je continue à aspirer? Okay. Et s'il fait ça bien, on lui donne des bons points. Et s'il fait ça pas bien, on lui donne des mauvais points. Et lui, il va toujours chercher à avoir des bons points. Et ce qui est génial par rapport aux autres, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de données pour faire ça. Donc tous les robots que vous voyez qui font des galipettes fonctionnent sur ce principe-là. Et ça, on est sur l'IA faible. Et en fait, ça nous concurrence, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on concurrence ça à l'intelligence humaine, hein, ce qu'on vient de dire, donc ça nous concurrence réellement sur les tâches répétitives. Voilà, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on a de différent de ces tâches répétitives? Plein d'autres trucs. Hein. Il y a 9 formes d'intelligence, on ne va pas toutes les citer, il y en a plein. Et l'IA forte, qu'on appelle aussi la singularité, alors pas en physique là, hein, mais dans l'IA, pour ceux qui font de la physique, c'est le moment où l'intelligence artificielle va surpasser l'intelligence humaine. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Déjà, je ne sais pas ce que c'est l'intelligence. Voilà. Je dis ça en toute intelligence. Je ne sais pas ce que ça veut dire dépasser l'intelligence humaine. Je sais, voilà, je sais, mais c'est pour ouvrir la question. Par contre, quand on a une IA forte, on peut imaginer du coup qu'elle est consciente d'elle-même, qu'elle pense, donc elle est, d'après certains. Et là, on aura peut-être effectivement quelque chose qui marchera sur notre terrain. Donc voilà, les deux formes d'IA possibles. Moi, personnellement, je ne crois pas aujourd'hui à l'IA forte. Voilà. Je ne crois pas, parce que et là je rejoins certainement Marius, moi je pense que la conscience est transcendante et pas immanente. Donc tant que j'ai cette croyance, c'est une croyance, on peut le savoir, que la conscience est transcendante, j'ai absolument pas de crainte sur le fait qu'il y a forte trouve un jour le jour. Bon, pourtant, cette crainte, peut-être qu'elle est immanente à nous aussi, mais elle est très présente dans notre culture, elle est présente pas seulement dans la science-fiction, mais aussi dans les discussions et même pour la prise de décision. Moi je savais pas, hein, parce que je suis le naïf de l'histoire, mais la prise de décision pour moi c'est quelque chose quand même de très humain et on voit quand même, il n'y a pas longtemps un article est apparu sur la prédiction d'actes criminels qu'une intelligence artificielle utilisée par la police en Grande-Bretagne pourrait être mise en place. Ça fait déjà peur, parce que la prise de décision sans conscience des conséquences de la prise de décision et sans émotion, c'est délicat quand même. Alors l'exemple que j'ai donné sur l'aspirateur, ça va faire que l'aspirateur. Donc pas le café par exemple. L'IA qui gagne à l'AlphaGo, elle ne sait pas jouer aux échecs. Donc ça reste toujours des domaines très experts. D'accord? Donc effectivement, l'exemple que tu donnes, c'est un biais qui biaise du coup la décision, puisque tu fais référence peut-être à des décisions qui se font sur la couleur de peau, sur les catégories socio-professionnelles, etc. Donc là, effectivement, on a un biais qui est dangereux en fait en termes d'IA. Il y a déjà eu des rattrapages, et bon, je crois que Marius peut nous en parler. Il y a déjà des tentatives de réglementation de ce que peut faire ou ne pas faire une intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Déjà, l'intelligence faible donne beaucoup de problématiques, mais l'intelligence artificielle forte est presque impossible d'envisager aujourd'hui pour nous. C'est pour ça qu'elle donne tous les problèmes. Parce que, oui, comme Frédéric a dit, l'intelligence forte
peut prendre des décisions. Et il a parlé de la conscience. Ici, j'ai un avis un peu différent parce que je ne pense pas qu'une intelligence artificielle forte doit être consciente de soi-même. C'est une autre dimension. Mais pour une intelligence artificielle, pour qu'elle soit forte, ça suffit pour elle d'avoir la généralité de l'intelligence humaine, de pouvoir faire beaucoup de tâches en même temps, d'être aussi bonne à l'échec qu'à la vision, qu'à bouger dans le monde, qu'à évaluer les différents scénarios. Et quand on a une intelligence comme ça, si on est dans le scénario de la singularité ou l'explosion d'intelligence, où on parle d'une intelligence qui s'augmente soi-même. Si l'intelligence artificielle devient meilleure que les humains à construire des intelligences artificielles, donc ça devient un processus qui se nourrit de soi-même, c'est une positive feedback loop. Et ça donne une explosion d'intelligence, ça veut dire que dans quelques heures, ou dans quelques minutes, elle peut arriver d'un niveau humain à un niveau suprahumain. On ne sait pas qu'est-ce que reste au-delà de l'intelligence humaine. Et si c'est le cas, même si elle n'est pas consciente, ça va poser des problèmes parce qu'on doit être sûr que cet être, si on peut la nommer comme ça, cet être reste sous notre contrôle. Et ça c'est comme créer une divinité. Maintenant, je commence avec le langage théologique, mais c'est vrai que le langage théologique est très utilisé par les experts eux-mêmes. On ne sait jamais qu'est-ce que cette intelligence va décider de faire pour arriver à son but. Parce que nous donnons un but, résoudre le cancer, non, c'est un exemple. Mais les étapes intermédiaires restent à l'IA de décider qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la solution la plus directe vers le but. Et ce sont ces étapes intermédiaires qui donnent des problèmes parce que, pour exemple, une IA pour arriver à son but doit d'abord assurer son existence. Parce que si on la décroche, elle ne peut pas faire la tâche donnée. Donc, elle va commencer de manipuler les ingénieurs pour rester fonctionnel. Le deuxième but intermédiaire sera d'acquérir des ressources. Parce que pour exemple, si je veux calculer tous les chiffres de numéro pi, pas tous les chiffres, mais parce qu'il est infini, mais c'est une tâche mathématique. Mais pour faire ça, l'IA pense, je vais avoir besoin de beaucoup de ressources. Je vais transformer le système solaire dans un grand ordinateur et ça va servir mon but. Donc, parce que pour l'intelligence artificielle, il n'est pas évident que les humains sont importants, que leur vie a de valeur, que la biologie terrestre est importante, la planète et tout ça. Donc, nous ne sommes pas sûrs que si on donne des tâches très précises à l'IA, elle va faire ces tâches sans nous tuer ou sans faire des autres choses dont nous ne pouvons même imaginer. Et ce problème s'appelle un problème d'alignation des buts. Et c'est un problème très très difficile parce que vous avez donné l'exemple de réglementation. Je pense maintenant à les 3 lois de robotique d'Isaac Asimov. Isaac Asimov a essayé d'exprimer en 3 lois très simples tous les scénarios qui peuvent arriver pour une IA forte. Et si on lit, si je lis les lois, ils sont très logiques et je pense que c'est parfait. Un robot ne peut pas tuer un homme, un robot doit aider un humain s'il est en danger et tout ça. Mais en réalité, les lois ne fonctionnent pas parce que si elles fonctionnaient, on n'avait pas une littérature d'Isaac Asimov. Tous les romans robotiques d'Isaac Asimov jouent sur cette idée que les lois sont en contradiction
une avec l'autre. Et c'est ça qui peut donner une impression de la difficulté de la tâche d'aligner le but de l'IA forte avec nos buts. Moi j'adore parce que en fait cette peur de l'IA forte qui viendrait nous écraser, nous évincer, etc., elle vient de nous. Alors évidemment, oui, normal, oui, mais nous, par rapport à la manière dont on se comporte avec les animaux. Les gens bêtes. Même quand quelqu'un est moins intelligent, on dit qu'il est bête. A priori, les animaux donc sont moins intelligents. Et on a cette manière de traiter les animaux, on se dit donc s'il y a quelqu'un au-dessus de nous en termes d'intelligence, parce qu'a priori on est les plus intelligents, mais s'il y a quelqu'un de nous au-dessus, ben, il ferait pareil. Donc ça reste de la science-fiction probable, ça reste de la science-fiction, mais si on s'arrête juste à l'IA faible aujourd'hui, on est déjà dans cette situation-là. Alors pas de mort imminente, je vous rassure, et des discussions de l'humanité, mais on est déjà manipulé. Si vous achetez un livre, pour ceux qui achètent encore des livres et qui les lisent, en papier, j'entends, vous avez automatiquement des recommandations de livres et vous restez tout le temps dans le même sujet. Vous restez tout le temps dans le même sujet. Et on reste tout le temps, on est conditionné à aller prendre. Des fois c'est bien, hein. Moi j'ai lu une quarantaine de livres, rien que comme ça, hein, un livre qui m'a emmené vers un autre, qui m'a emmené vers un autre, etc. Mais je suis resté dans un sujet très très ciblé. Il faut pouvoir sortir de ça c'est compliqué. Donc l'IAFM nous emmène déjà vers quelque chose de compliqué, de dangereux. C'est moi qui fais l'avocat du diable là, pour le coup, mais je vais prendre un exemple. Et si vous faites du sport, on va prendre l'exemple extrême d'un IAFM qui marcherait aujourd'hui, d'accord ? Alors je vais plutôt prendre mon exemple. Je fais du sport dans une salle de sport qui est connectée. Et j'ai choisi cette salle de sport parce qu'elle est connectée. Les appareils, je les utilise pas, c'est juste parce qu'elle est connectée. Donc si je cours sur un tapis de course, elle sait de combien de kilomètres j'ai fait. Donc elle sait combien de fois j'ai couru, et elle sait que mes semelles sont usées, donc elle va me proposer d'acheter les chaussures, pas des baskets. Oui, elle sait combien de calories j'ai perdu. Elle sait aussi que j'ai mangé une pizza, mais que j'ai pas assez couru. Donc si je veux recommander une pizza, elle me dit non, je te conseille une salade. Donc elle conseille ça. Vous voyez où je veux en venir ? Donc on est déjà conditionné par l'IA aujourd'hui. Et au grand bonheur des grosses boîtes en fait. C'est une des peurs qui apparaît aussi dans la littérature actuelle, c'est le guidage de notre comportement vers des cibles. Et c'est peut-être pas pour rien aussi que, parce que je sais que c'est des chiffres et que parler d'argent c'est pas toujours beau, mais il y a beaucoup d'entreprises, pas seulement les GAFAM, qui investissent beaucoup d'argent dans l'intelligence artificielle, dans différents secteurs. D'ailleurs, on va peut-être essayer de voir si vous savez quels sont les différents secteurs dans lesquels sont investis les artificiels. Alors on va vous proposer 3 secteurs. D'après vous, quel est le secteur qui investit le plus dans l'intelligence artificielle ? La finance, la santé ou les médias ? On a parlé tout à l'heure de l'exemple de la santé. On voit que les médias sont loin derrière. Et c'est la Casa Rouge qui va. Eh bien, vous avez raison. C'est effectivement le secteur financier qui investit le plus dans l'intelligence artificielle. C'est pas anodin, puisque les prévisions financières sont quand même les plus importantes dans notre système capitaliste actuellement. Mais il y a une autre question, justement à propos d'investissement. Investir dans l'intelligence artificielle, c'est investir dans de la puissance de calcul, c'est investir dans des modèles prédictifs. Finalement, on a parlé d'IA faible et d'IA forte, mais comment est-ce qu'on fabrique une intelligence artificielle ?
de quoi c'est fait concrètement, là, pour qu'on comprenne de quoi c'est bon, on entend le mot algorithme, d'accord, c'est des systèmes de calcul, mais si on veut imiter l'homme, est-ce qu'on l'imite uniquement dans ses performances, ou est-ce qu'on essaie d'imiter le fonctionnement de l'ordinateur qui, pour ma part, reste encore le plus puissant, c'est-à-dire celui qu'on a dans la boîte crânienne? Oui, en fait, il y a deux ingrédients pour l'IA aujourd'hui, c'est la data, la donnée et le cloud, et la puissance de calcul. L'IA, ça existe depuis 1955, le terme IA, 55-56, avec différents passages un peu froids, qu'on appelle les hivers de l'IA d'ailleurs, où il ne s'est passé pas grand-chose pour diverses raisons, et aujourd'hui, on reparle de l'IA comme un sujet à la mode. Enfin, c'est un sujet à la mode, mais on a l'impression que c'est tout nouveau pour certains. Et aujourd'hui, on en reparle parce qu'il y a des puissances de calcul et parce qu'il y a beaucoup de données qu'on n'avait pas à l'époque. Et parce qu'elle est rentrée chez nous aussi. C'est pour ça qu'on a plein de données. D'ailleurs, merci, parce que c'est vous qui publiez sur l'ensemble de ces données-là quelque part, évidemment. Les photos, les vidéos, et ainsi de suite. Vous participez en fait à la création de ces IA. Je m'inclus dans vous. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des algorithmes. Ce qu'on appelle l'intelligence derrière, on appelle ça les algorithmes. Donc, on en a un petit peu parlé rapidement avant. Il y a différents types d'algorithmes qui permettent en fait de faire de l'IA. Certains ont besoin de gros volumes de données. Pour savoir qu'il y a un chat sur une photo, il faut des millions de photos avec des chats. C'est pour ça qu'il y a plein de photos de chats sur le net. Je crois que c'est que pour ça. Si vous voulez avoir une voiture autonome qui fonctionne quasi bien, il faut qu'elle ait énormément de photos, d'accord, pour qu'elle puisse comprendre son environnement. Donc ça, c'est les ingrédients obligatoires pour une IA faible. Maintenant que tout le monde sait ce que c'est. Et tu l'as dit, a priori, l'ordinateur, et je ne considère pas que notre cerveau est un ordinateur, mais a priori, l'ordinateur le plus puissant serait notre cerveau. Donc notre cerveau est composé d'à peu près 100 milliards de neurones, entre 80 et 100 milliards, on n'est plus à 20 milliards près, on est d'accord, dans un seul cerveau, avec plein de connexions, et il y a 500 millions de neurones à peu près dans l'intestin. Aujourd'hui, dans un ordinateur, ou même dans un data center, ou même si on assemble les data centers, il est très difficile de simuler l'entièreté d'un seul et unique cerveau, avec 100 milliards de neurones interconnectés. Donc le cerveau reste l'ordinateur le plus parallèlement puissant, en fait. D'accord ? Et c'est parce qu'il est multiparallèle qu'il est énormément puissant. Et donc, qu'est-ce qui pourrait faire qu'une IA forte voit le jour demain ? C'est peut-être de passer sous une autre forme d'informatique qu'on appelle l'ordinateur quantique. Parce que là, on va faire du fortement multiparallèle, ce qu'on peut faire dans le cerveau. Et les avancées dans les ordinateurs quantiques en sont où ? Alors, on a quelques simulateurs qui existent, ils sont plutôt bien. Il y a 3-4 gros acteurs de l'ordinateur quantique aujourd'hui qui ont chacun choisi une voie différente. Et leur problématique aujourd'hui, c'est de maintenir le calcul suffisamment longtemps pour donner quelque chose de performant. Mais aujourd'hui, on a des simulateurs qui simulent l'équivalent de 30 qubits, en fait, qui sont les bits quantiques. Un bit, c'est 1 ou 0. D'accord ? Un qubit, c'est tous les états possibles, entre 1 et 0. C'est 1, 0 ou les deux, ou plusieurs, enfin, il y a plusieurs combinaisons possibles. Donc 30 qubits, c'est déjà beaucoup. Ça permet déjà de faire beaucoup de choses, mais ça reste des simulateurs. Donc on ne pourra pas avoir un ordinateur quantique chacun chez soi. Et je pense que le premier ordinateur quantique, mais ça n'engage que moi, je triche un peu parce que je sais ce qui se passe un petit peu ailleurs, mais je pense que d'ici 5 ans, on peut avoir un ordinateur quantique stable qui permet de faire beaucoup plus que 30 qubits. Donc ce que tu nous dis, c'est que pour l'instant, la façon de fonctionner des ordinateurs qui existent actuellement, hors ordinateur quantique, ne pourrait pas permettre, à moins d'effectivement faire fonctionner le système solaire comme un gros ordinateur, pour imiter l'intelligence humaine. Mais qu'est-ce qu'elle a de... Et là, peut-être que les deux vont pouvoir répondre, en commençant peut-être par Thomas Hus, qu'est-ce qu'elle a de spécial l'intelligence humaine que l'intelligence artificielle
ne peut pas faire? C'est une question très difficile parce que même ici, les avis sont très divergents. On a des philosophes qui disent que toutes les fonctions de l'esprit humain sont en fait des algorithmes biochimiques qui peuvent être simulés, mais nous n'avons encore le pouvoir de le faire, mais il n'existe aucun obstacle scientifique entre ce moment et un moment où on pourra simuler le cerveau humain. Et on existe des autres avis qui disent que l'esprit humain est très particulier et même avec le pouvoir de calcul, il sera impossible pour une intelligence artificielle d'avoir les mêmes fonctions. Moi, à mon avis, parce que je parle aussi d'un côté théologique, je crois qu'il existe un surplus pour l'être humain qui ne sera jamais acquis par la machine. Mais de définir ce surplus est très difficile. On peut déjà, même sans la théologie, on peut voir, en utilisant la psychologie, par exemple, on peut voir toutes les capacités humaines, la conscience de soi, l'esprit artistique, le pouvoir d'avoir des sentiments d'amour, tout l'expérience subjective qui est propre aux organismes biologiques avancés, comme les humains et les mammifères plus développés. Tout ça est la capacité de vouloir, c'est ça en fait. Dans le chemin vers l'intelligence artificielle forte, on est très loin du point de vue des algorithmes et de analyse, évaluation, décision, mais on est nulle part en donnant une vouloir à la machine. La machine n'a pas aucun but pour soi-même. C'est juste ce que nous donnons. L'homme a des désirs intrinsèques. Il veut survivre, il veut se reproduire, il veut avoir une communauté, il cherche le plaisir, il cherche une vie pleine. La machine ne veut rien. C'est juste quand nous donnons une tâche, elle devient active pour arriver à ce but. Mais c'est dans ce cas où je dis que la machine peut poser un risque existentiel. Mais pas parce que la machine est mauvaise, evil en anglais, non? C'est parce que la machine essaye de faire ce que nous disons, mais à cause d'une programmation pas attentive, elle sort de notre prédiction. Elle trouve toujours des façons plus directes de shortcut. Oui, merci pour faire ça. Mais c'est ça ma réponse. Et de ton côté, qu'est-ce qui te semble être les aspects limitants de ce que est l'intelligence artificielle vis-à-vis de l'intelligence humaine? L'intelligence artificielle ne s'adapte pas très très rapidement au contexte. Donc elle doit apprendre, et elle ressuscite ce qu'elle a appris, mais elle doit apprendre longtemps, et ensuite elle ressuscite tout le temps la même chose, comme peu importe ce qu'on va lui dire, elle dit moi j'ai appris ça, je dis ça, moi j'ai appris ça, je dis ça. Et si on veut lui faire dire autre chose, il faut lui apprendre autre chose. On fait pareil, sauf qu'on le fait très vite. Vous brûlez une fois le doigt, automatiquement on a évidemment un instinct qui fait que oula, dès qu'il y a un truc avec du feu, on s'en écarte. Pas tout le monde a priori, mais donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Aujourd'hui on évalue, alors il y a deux tests pour évaluer l'intelligence. Il y a l'intelligence individuelle, donc ça s'appelle le QI, qui évalue que 3 formes d'intelligence sur 9, et puis il y a l'intelligence collective qui peut être évaluée avec un QI collectif qui
fait plus jouer l'intelligence émotionnelle aujourd'hui. Et donc ça, c'est une autre force. C'est une multitude d'intelligences qu'on peut avoir, et l'intelligence collective de façon très très macroscopique. On est capable de faire des choses ensemble, beaucoup plus facilement que l'IA, qui a une vue beaucoup plus microscopique en fait de l'intelligence collective. Et puis enfin, la mémoire. Voilà. Nous, je parlais de l'exemple du feu tout à l'heure. On a appris qu'on allait se brûler, c'est gravé, et on a une manière de gérer la mémoire dans notre cerveau qui n'est pas la même que sur un disque dur. On ne stocke pas l'information dans sa totalité comme dans un disque dur. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans le cerveau. Donc on stocke l'information de manière un peu différente, et elle est restituée, elle est comme un plan en fait, elle est restituée après, avec tous les biais que ça peut avoir. Donc vous avez peut-être déjà tous confondu des souvenirs en disant « Ah oui, je me souviens, on avait fait ça ici », alors qu'en fait vous avez fait ça ailleurs avec quelqu'un d'autre. Mais le souvenir est quasi le même, mais en fait il n'est pas stocké de façon complète dans le cerveau. Donc ça c'est aussi une grande différence. Donc les spécialistes, les chercheurs en IA, ils ont un problème de rapidité. Donc là on l'a évoqué, même la puissance de calcul aujourd'hui ne suffit pas. Dans un robot vous ne mettez pas un data center qui fait je ne sais pas combien de terrains de foot, et un problème de mémoire à l'intérieur. Bon, alors je vais quand même pousser le curseur plus loin. Admettons qu'on arrive, avec des nouvelles technologies, qu'on arrive à créer cette IA forte. Hypothèse. Hein. On est d'accord que pour l'instant, effectivement, ce que vous me dites, c'est que pour arriver à une IA forte, donc une intelligence artificielle qui pourrait être au moins l'égale de l'homme, sinon supérieure à l'homme, admettons qu'on y arrive. Voilà. Une technologie extraterrestre. Et ça serait quoi les questions que cela pourrait nous amener d'un point de vue, et là on est dans le cœur du sujet et dans le cœur de ton sujet de thèse, d'un point de vue éthique, quels seraient les questionnements et les bouleversements que ça pourrait apporter? Oui, dans un tel scénario, on se demande si cette intelligence forte est vraiment consciente, parce qu'il semble que nous aujourd'hui mettons beaucoup d'accent sur la conscience, même pour les animaux, quand nous découvrons que la baleine a un peu de conscience, la valeur morale de la baleine monte. Et c'est comme ça que nous faisons, c'est ça notre intuition classifie tout le monde autour de nous selon ce critère de la conscience. Donc si l'IA forte est vraiment consciente, elle doit être donnée la valeur morale, et ça pose des problèmes juridiques, des problèmes éthiques. On ne peut pas... si quelqu'un des spectateurs a regardé la série Black Mirror, on voit là que la simulation, ça donne l'impression que la simulation a aussi une valeur morale. On ne peut pas jouer avec une simulation, de le mettre en place et arrêter quand nous voulons. Mais l'autre problème qui est plus profond, je crois, est que selon l'histoire, pendant l'histoire, l'homme a été toujours l'être supérieur, et sa supériorité a été toujours évidente par rapport à des animaux et des autres objets. L'homme a toujours eu la rationalité, il a toujours eu les relations, le langage, les sentiments. Si on a, en théologie nous disons que l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que cette image de Dieu? C'était pas nécessaire de le définir, parce que c'était évident que l'homme est beaucoup de classes différentes du reste de la création. Mais si on aura une être qui est supérieur, égal ou supérieur à l'homme de tous ses points de vue, de rationalité, de langage, donc ça pose des problèmes. Où est la unicité de l'homme? C'est ça que j'essaie de répondre à cette question dans ma thèse, mais c'est une question très difficile. Mais je deviens de plus en plus convaincu
que la théologie a plusieurs ressources pour répondre à cette question qu'une philosophie athée. Parce que dans la théologie, on peut penser à l'élection de l'homme. Dieu a élu l'homme pour être en relation avec lui. Et c'est ça qui donne beaucoup de valeur à la vie humaine. Si c'est mon avis, si on laisse ça dehors, l'homme reste que des algorithmes. Et donc, où est la valeur morale de l'homme? Comment est-ce qu'on peut justifier même le spécisme qui existe aujourd'hui, une discrimination positive de la race humaine par rapport à des autres êtres? Ça voudrait dire qu'on serait ramené finalement à ce que, en tout cas une partie de la population, les scientifiques et d'autres disent, c'est qu'on serait ramené à un état au même niveau que les autres animaux. Oui, et ça, Frédéric l'a déjà mentionné, c'est pour ça que nous avons peur, parce que nous savons ce que nous avons fait avec les animaux, et si on devient, mais selon quelques experts, c'est le scénario le plus positif, parce que si nous serions les animaux de compagnie de l'IA, l'IA va prendre soin de tous nos besoins, comme nous faisons avec les chats, mais les IA seront beaucoup plus avancés dans leur pensée que il serait impossible pour eux de communiquer avec nous comme entre eux. Déjà, on peut voir ça. On a eu deux IA qui ont développé leur, si j'ai bien compris, c'est un article que deux IA sont libérés sur Internet et ils ont développé un langage entre eux deux qui n'était compréhensible aux ingénieurs qui ont créé les deux IA. Donc on peut s'imaginer un monde où on a une classe d'êtres artificiels qui sont très très développés comme des dieux, ou même une seule être qui sera le oracle, le souverain, le génie, et nous les hommes, les humains qui ne pouvons pas tenir le pas avec cette augmentation récursive de l'IA, et nous restons dans un niveau moral et juridique très bas. Oui, parce que ça voudrait dire comment devrait-on traiter une IA forte si elle devient légale de nous? Elle devrait avoir donc les mêmes droits, les mêmes aspirations, peut-être pas, parce que c'est là il commence à me faire peur. Non, parce que finalement, une solution au problème écologique actuel, c'est d'éliminer l'homme. Oui. C'est un facteur déterminant quand même dans la pollution actuelle. Ah oui, depuis le début. Depuis qu'on a commencé à allumer les forêts, ouais, bien sûr. Oui. On n'est pas forcément très bon pour la biodiversité. Non, je pense que plutôt de l'éliminer, on peut peut-être essayer de voir comment on peut fonctionner en symbiose avec la nature. Ça serait plus rassurant pour nous surtout. Mais moi, ça commence à m'amuser, moi, en revanche. Non, mais c'est vrai que si tu as commencé avec ta question, c'est si l'IA forte existait, donc on a le droit un peu à imaginer un petit peu tout ce qu'on veut, évidemment, mais ça soulève quand même des questions fondamentales, c'est le sens. Pourquoi on est tous en train de se dire, tous les jours d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, est-ce que notre existence a un sens? Ça se trouve, une IA forte va nous révéler que notre existence a un sens ou pas. Ou que peut-être ou le sens de notre existence est d'avoir une IA qui, elle, son sens à elle, serait d'aller au-delà de notre petite sphère qui s'appelle la planète Terre, pour peut-être aller au-delà. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, sans parler du vivant, il y a plein de particules quand même dans l'univers, on est constitués tous de particules. Donc d'aller au-delà de ça et se dire, il faut peut-être construire quelque chose pour aller... attention, accrochez-vous. Ça, c'est mon truc totalement de dingue. Donc l'IA serait là pour être sûr que l'intelligence survit
à ce qui peut se passer sur notre planète pour pouvoir passer des paramètres au prochain univers relatif à un rebond de notre Big Bang. C'est bon, vous pouvez revenir. Oui, c'est mon truc, mais j'adore ça. Après, je peux développer, mais on va pas le faire maintenant. Non, peut-être pas le faire maintenant, parce que je pense que sinon on aurait du mal à y arriver, quoique on a encore un peu de temps. Non, mais quelque part, alors je ne sais pas, tu pourras me répondre, c'est un questionnement personnel, c'est que, donc, si je comprends bien, si l'IA forte est une utopie ou une dystopie, ça prouverait l'existence de Dieu, et si l'IA forte existe, ça nierait l'existence de Dieu. Je vais loin. Je pense que la théologie trouvera des solutions pour s'adapter au darwinisme et tout ça qui, à l'époque, c'était un coup décisif pour la foi, mais la foi existe toujours, et c'est une chose qui est... C'est aussi un argument que la foi est quelque chose qui est une partie essentielle de l'être humain. Mais ça me rappelle une anecdote que je sais, c'était une blague que des ingénieurs ont créé une IA forte, et l'IA forte a dit: vous pouvez me demander une seule question, et ils débattent entre eux, et un va vers l'IA et elle la demande: est-ce que Dieu existe? Et l'IA répond: oui, de maintenant. À partir de maintenant, oui. Donc ça répond à ma question. Mais je ne crois. C'est difficile parce que si l'IA forte arrive, nous sommes les créateurs de l'IA forte. Donc nous sommes aussi, en théologie, nous disons que l'homme est co-créateur avec Dieu. L'homme est invité par Dieu de partager cette tâche créative, et l'homme organise l'environnement, pas très bien comme nous voyons aujourd'hui avec la crise écologique, mais même si une IA forte existe, elle existera, elle sera aussi un produit de l'intelligence humaine. Donc je ne crois pas qu'a priori ça démontre que Dieu n'existe pas. Mais ça pose, je crois, des autres problèmes pour la dignité humaine. Si on cesse la responsabilité, on dit l'IA va prendre toutes les décisions pour nous parce que, regarde, nous avec la démocratie, nous n'arrivons pas à faire rien pour la planète, et on a fait des guerres et tout ça. Si on aura une intelligence universelle qui peut prendre les décisions politiques, économiques pour nous, pourquoi pas? Moi, du point de vue théologique, je trouve ça un peu dangereux, parce que c'est une échappe de la responsabilité, et cette responsabilité dans la foi chrétienne fait aussi partie de ce qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu est à temps donné, mais ça vient aussi avec une responsabilité de prendre soin de la création et de vraiment gérer son destin, avec les risques qui existent. Parce que si on élimine les risques, c'est aussi une question de transhumanistes qui cherchent à éliminer tous les risques pour leur vie. Jusqu'à la mort. Oui. C'est aussi l'idée de certains, c'est de créer un système dans lequel l'esprit humain pourra fonctionner en dehors de son corps. Oui, et ça semble très bien, mais si on regarde nos vies, dans ma vie, au moins, je vois que toute la valeur est créée là où j'ai pris des risques. Le risque est toujours fait partie de l'existence, et c'est ça où je peux exercer ma liberté, et si je le fais d'une façon très bonne, je peux arriver à beaucoup de plénitude, et sinon, c'est un risque. Donc mais on ne peut pas dire ça si on détruit la planète, que bon, c'était un risque et on l'a détruit. Donc je suis conscient qu'il existe une limitation pour cette façon de penser. Mais je ne serais pas d'accord, même si l'intelligence artificielle est prouvée beaucoup de fois plus efficace et plus correcte,
je ne serais pas d'accord avec une cessation totale des responsabilités. Oui, ce disant, tu es en train de définir justement ce qu'est la différence entre l'homme et la machine. C'est la question de la responsabilité, c'est des questions qui se posent toujours. Tout à l'heure, on a vu que les investissements importants vont plutôt du côté du domaine financier. C'est bien que, enfin, il semblerait, vous contredirez peut-être, mais que certaines décisions financières, parfois capitales, sont prises par des intelligences artificielles d'ores et déjà. Oui, avec des règles. Alors sur les marchés financiers, des règles. Il ne faut pas que ça descende, je crois, en dessous de la nanoseconde ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement les règles. Donc il y a des règles quand même là-dessus, où il y a quand même l'humain qui va prendre une décision. Mais la finance, là, c'est parce que c'est plus facile aujourd'hui d'investir là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de données. Donc faire du prédictif, c'est la base même de la finance, ou du gouvernement d'ailleurs, en théorie, c'est de prédire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements aussi sur la finance, parce que c'est plus facile. Hein. Alors je ne sais pas si c'était beaucoup ou en termes d'enveloppe monétaire ou pas, dans la question, ou beaucoup en termes de quantité de personnes qui font. Pour être plus précis sur le sujet. Mais globalement, que ce soit la finance, la santé ou autre, il va falloir quand même être très très prudent sur l'IA, qu'elle soit faible ou forte, pour éviter les dérives. Alors, l'IA forte, c'est la responsabilité, elle va nous dépasser, donc on ne sait pas aujourd'hui ce que ça pourrait donner quelque chose de plus intelligent qu'a priori non. On ne sait pas. Aujourd'hui, c'était les aliens, maintenant c'est l'IA. Donc, Et alors, justement, quels sont les garde-fous actuels? Est-ce qu'il en existe déjà des garde-fous concernant, parce que j'imagine bien, alors je fais un parallèle avec la génétique, on avait établi un certain nombre d'une charte déontologique et éthique sur les manipulations qu'on pouvait faire à l'éthique il n'y a pas longtemps, en génétique, il n'y a pas longtemps on a vu qu'en Chine, on a modifié génétiquement des embryons et donc on a obtenu des bébés génétiquement modifiés, des bébés OGM. Est-ce que, donc je veux dire par là que les règles n'ont pas vraiment été suivies, parce qu'en gros on avait dit qu'on ne touchait pas aux gènes humains, il me semble, autre que pour des visées thérapeutiques. Mais est-ce qu'il y a déjà des règles ou des organismes qui mettent en place une charte sur l'utilisation de l'intelligence artificielle? Voilà. Sur l'eugénisme, on a quand même évité que ça soit globalisé. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc effectivement, c'est quand même important de mettre des garde-fous. Donc oui, il y a des chartes. Alors, il y en a plusieurs. D'abord, il y a le rapport, si on reste franco-français, du gouvernement, en tout cas du député Cédric Villani, Francisia, qui soutient un certain nombre de points clés comme la transparence des algorithmes, la traçabilité, l'audit possible, etc. Donc il y a déjà, ça c'est les moyens plutôt réactifs sur l'IA possible. Et ensuite il y a des mouvements, alors, locaux ou internationaux, sur l'éthique autour de l'IA. Donc on va retrouver des associations de type Impact AI, qui sont des associations généralement privées, mais qui regroupent des grosses structures, des petites structures, des startups, des boîtes de conseil, pour avoir une IA avec un impact positif pour, et là il y a plein de hashtags après, hein, AI for Good, AI for Earth, AI for Humanity, voilà, pour avoir une vraie charte. Et puis là j'ai une charte éthique que j'ai signée, qui s'appelle le serment en fait d'Albert Turing, que j'ai emmené, qui est une charte qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est une charte éthique qui regroupe 4 points: l'humanité et l'éthique, la data science et les data personnelles, le travail quotidien et l'étiquette, ou l'éthique. Donc là-dedans, je vous sors juste quelques mots, je ne vous lis pas tout le texte, même s'il est évidemment passionnant, mais préserver l'humain, et je ne sors pas trop de son contexte, hein, tout en équité, aucune discrimination, partager les connaissances, ça c'est quelque chose aussi d'assez, j'aime presque dire nouveau, partager les connaissances, quand même. On est obligé de préciser aujourd'hui qu'il faut partager les connaissances. Mais bon, voilà. Bon, pas ici. Évidemment, ici on le sait, à l'université quand même. Les préoccupations humaines l'emportent sur les préoccupations technologiques, il faut respecter la vie privée.
J'exerce ma profession avec conscience et dignité, avec honneur, bon, après c'est... Voilà. Je partage encore une fois mes connaissances, et plutôt que d'usurper le rôle de l'humain et de le supplanter. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne fera pas d'IA qui supplante le rôle de l'humain. Ça, c'est la dernière phrase. Et qu'est-ce que l'un et l'autre vous ajouteriez comme des points importants dans une éthique IA faible ou forte, peu importe, qui vous semble nécessaire, mais nécessaire parce qu'il y a un risque important à ce qu'on ne suive pas ces règles-là. Moi, je suis un peu pessimiste par rapport à ça, parce que je vois que déjà le fait que nous ne sommes pas une société globale empêche un effort qui peut être vraiment global. Et nous sommes plutôt dans une logique commerciale de la compétition. Même s'il existe ce sort de charte, je vois que le développement technique de l'IA va plus vite que la réflexion éthique. Et c'est parce que nous ne sommes plus dans la période des années 50-60 où les idéalistes, je ne sais pas, Alan Turing, John Newman, essayaient vraiment de créer un esprit. Maintenant, personne, je crois, essaye de créer une intelligence artificielle forte, ou peut-être Google DeepMind, je ne sais pas. Mais toutes les entreprises essayent de créer une IA qui peut augmenter le profit. Et c'est pour ça que la course vers IA forte est un peu aveugle. Et je crois que si on arrive à une IA forte, ça peut être aussi par accident. C'est ici où le problème reste, parce qu'on n'a pas une vraie réflexion profonde derrière ça. Je me rappelle quelqu'un qui disait que les plus brillants esprits de mon génération travaillent pour nous donner la publicité digitale de Google et Facebook. Donc, ces entreprises ont un intérêt très précis de améliorer les algorithmes qui donnent la publicité digitale parce que c'est comme ça qu'ils obtiennent le profit. Et je ne crois pas que ce sont eux qui doivent conduire cette courbe vers le développement d'IA fort. Même les chefs de ces entreprises ont déjà éprouvé beaucoup de manque dans le côté humain. Quelqu'un disait que le plus grand problème de Silicon Valley aujourd'hui est que ni Mark Zuckerberg, ni Elon Musk, ni des autres n'ont pas pris des cours de sciences humaines dans leur université. Ils sont des ingénieurs, ils sont très, très bons à ce qu'ils font, mais ce problème plus grand existentiel leur échappe. Mais j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient commencé quand même à avoir un doute, en tout cas Elon Musk, sur la direction qu'il faudrait, enfin celle qu'il ne faudrait pas prendre en tout cas. Voilà, c'est peut-être juste une opération commerciale. Oui, c'était pas juste pour Elon Musk de le mentionner ici, c'est juste parce qu'il est un peu représentatif pour Silicon Valley, mais c'est vrai que Elon Musk est sur le côté de AI safety, donc sécurité de AI, il investit beaucoup dans cette ouverture de l'IA. Il a fondé une compagnie pour aider les humains à tenir le pas avec l'IA pour créer une interface homme-machine de communication qui peut, d'une communication directe entre le cerveau et la machine, parce qu'il a pensé que les canaux dont nous exprimons sont trop lents. Le mot parlé, les doigts dans la tastature, l'homme ne peut pas communiquer dans une grande vitesse. Si je veux que vous communiquiez en pensée, je dois le formuler, et ça perd beaucoup. Il essaye de faire, si j'ai bien compris, une sorte de casque qui peut permettre de la transmission des pensées directement sans l'utilisation de langage. Et il dit qu'il fait ça pour que les gens sont encore pertinents, sont encore relevants. Pour améliorer l'homme au-delà de... Mais on reste quand même... Alors là, je vais peut-être
passer sur un plan philosophique, mais on reste quand même dans le registre de l'amélioration des performances de l'homme. Donc, dans un sens, et peut-être que je frôle le niveau théologique, c'est que pour tous ces gens-là, la perfection de l'homme, la perfection humaine, c'est finalement autre chose que la perfection telle qu'on peut l'entendre dans le domaine philosophique et encore plus théologique, puisque si la perfection humaine est la perfection de ses capacités cognitives, on va dire, donc communication, mémoire, attention, toutes ces choses-là, vision aussi, sensorielle également, c'est pas la même vision de la perfection que peut avoir un théologien ou qu'on pourrait avoir d'un point de vue philosophique, comme étant justement proche d'une image où prennent place l'altruisme, la compassion, la volonté positive, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Je me demandais qu'est-ce qu'un théologien peut dire à des ingénieurs de l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que la religion peut relever des intuitions qui sont très, très profondément enracinées dans l'homme. Si on prend l'exemple du christianisme, si on regarde le Christ, il n'est pas super intelligent, pas forcément super intelligent. Ce n'est pas la première qualité qui vient quand nous regardons une icône de Christ. C'est super compassion, c'est super humilité, c'est super amour, si on doit utiliser le préfixe super, mais c'est pas super intelligence. Donc ça, à mon avis, ça dit que ce que nous cherchons, et ça n'a rien à dire. On peut croître en Christ ou pas, c'est pas une chose. Mais si on prend ce que la religion nous montre, et que quand les humains imaginent la perfection, ils n'imaginent pas une perfection cognitive ou une perfection mathématique, technique. Ils imaginent une perfection émotionnelle, une perfection, comme vous avez dit, une perfection relationnelle. Et c'est pour ça que je crois que le projet vers l'intelligence artificielle forte doit être un projet global. Et pas, quand je dis global, je ne dis pas juste y compris toutes les nations du monde. C'est aussi un projet qui doit comprendre toutes les disciplines, donc une chose interdisciplinaire, parce que ça peut être notre dernière invention. C'était un écrivain qui a écrit un livre, l'IA, notre dernière invention. Donc je crois qu'on n'est pas, on ne doit pas se précipiter pour réaliser l'IA. On peut attendre 30 ans, 50 ans, ça. Bon, c'est pas bon pour notre génération parce que chacun pense dans son temps subjectif, mais c'est comme la décision d'envoyer des signaux extraterrestres vers la galaxie. C'est une décision qui peut avoir des conséquences magnifiques du point de vue historique. Donc, on doit décider avant, on doit évaluer tous les scénarios, et si on prend la décision de le faire, et aussi avec l'IA, si on prend la décision qu'une IA forte est une chose qui doit être réalisée ou qui peut être positive pour nous, oui, c'est bien. Mais ce que je ne vois pas est que des ingénieurs qui sont un peu étroits dans leur compréhension du monde décident pour toute l'humanité, et maintenant le pouvoir est concentré dans juste GAFA, si on dit GAFA, ou GAFA-M, si on comprend Microsoft, mais ce sont très, très peu en France qui peuvent décider. On a quand même quelques ingénieurs humains. Merci. Puisque c'est un petit peu tout le sens, si je peux me permettre le jeu de mots, de ton entreprise. Oui, c'est ça. C'est la première fois que j'ai rencontré Marius, c'est ce que je disais, c'est que j'ai le parcours un peu inverse. Il vient de la théologie, il fait une thèse sur l'IA. Et moi, je viens de la technique et de l'IA. Et grâce, j'allais dire à cause, non, mais grâce à l'IA, je me suis ouvert à plein de choses, ouvert mes chakras, comme certains disent, à la spiritualité et à d'autres formes d'intelligence. Et c'est vrai que c'est devenu super important.
ça drive même le reste. Je choisis un mot anglais pour toi en plus. Et tout ce que je fais sur l'IA ou d'autres sujets dans l'entreprise, c'est toujours en se repositionnant là-dessus. Et effectivement, c'est devenu super important. Il y a plein de choses qui, j'ai envie de dire plein de trucs là, mais non. Donc voilà. Non mais, entre plein et rien, ça marche. Ouais, je suis des fois quand même un Non peu mais quelles bizarre. sont, pour revenir à la question, il y a une autre charte que j'ai pu voir il n'y a pas longtemps, où il y a, je crois, 23 propositions de règles à suivre. Certaines comportent justement l'idée que l'intelligence artificielle doit suivre les valeurs humaines. Est-ce que toi, dans tes réflexions, il y a une valeur principale qui te semble importante et peut-être tu pourras me dire sous quelle forme tu verrais une réglementation ou une modération des orientations pour prendre l'intelligence artificielle? Alors elle est très simple, c'est d'utiliser l'IA là où pour l'instant nous on a échoué, nous humains en tout cas, c'est dans la symbiose en fait. Donc d'utiliser l'IA pour nous aider à un petit peu renouer avec la nature et la biodiversité. Donc c'est une IA un peu éco-responsable. Donc ça c'est aujourd'hui ce qu'on est. Alors c'est compliqué d'avoir une mission que là-dessus. Moi je suis pas une grande multinationale et ça m'intéresse pas de gagner plein d'argent là-dessus. Et je pense qu'en fait le problème c'est que toutes les discussions sont galvaudées par ces grosses boîtes qui veulent juste faire de l'argent en vendant des solutions, etc. Donc c'est bien, ça fait avancer, mais il manque des progressistes. Alors progressistes au sens progrès. On parle que d'innovation, c'est un sujet que je répète souvent aussi. Aujourd'hui, c'est la course à l'innovation. Il faut innover. Jusqu'à même plus du tout définir ce que ça veut dire innovation. Alors que le vrai sens de l'histoire, c'est le progrès qui amène vers quelque chose de mieux, de meilleur. Et plus personne ne parle de progrès. Plus personne aujourd'hui. Donc, tu as cité Turing par exemple, ou d'autres, eux parlaient de progrès, ils voulaient quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, non, c'est quelque chose qui leur ramenait de l'argent. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc nous, je dis nous, enfin, ça m'implique que moi aujourd'hui, on veut créer des IA, ou en tout cas aider à renouer finalement avec l'animal et le végétal, enfin les trucs où on a échoué aujourd'hui. Voilà. Et ça a commencé il y a peu de temps. Alors, il n'y a pas de charte, mais moi je milite. Avant d'ouvrir ma structure, j'accompagnais des sociétés de services, des éditeurs de logiciels et des startups sur les solutions de Microsoft. Et quand je suis parti, que l'IA est devenue une tendance, certains anciens partenaires affichaient sur leur site et partout on fait de l'IA. En fait, ils font pas du tout de l'IA. Du tout, mais du tout. Je ne peux même pas dire que j'en fais dans ce cas-là. Ils en font pas du tout. Et moi, je milite pour un label où on précise dans ce label-là que les gens qui disent qu'ils font de l'IA, font de l'IA. Avec un certain nombre de règles que je ne vais pas étendre ici, mais pour préciser que oui, ces gens-là font de l'intelligence artificielle. Et on peut aussi, sans trop d'administration, dire ils font de l'IA éco-responsable. De l'intelligence artificielle en tant qu'innovation ayant du sens. Alors, ayant du sens. Quand on construit une maison aujourd'hui, on veut une maison à énergie positive, plus d'énergie qu'elle en consomme. Moi, j'aimerais bien qu'une IA fasse la même chose. C'est un débat que j'ai eu rapidement en ligne sur Facebook, mais l'IA consomme beaucoup d'énergie, de l'électricité, etc. Donc il faut déjà commencer à la base, faire en sorte que la puissance de calcul consomme, ou restitue en tout cas l'énergie qu'il consomme, et ensuite utiliser des IA qui font la balance positive. Donc par exemple, j'habite dans le Korosberg, et dans le Korosberg, on paye les poubelles au poids. En fait, les gens ont retenu qu'on payait les poubelles au poids. En fait, on fait un tri. Mais du coup, on paye les poubelles au poids. Et le tri, j'ai aussi des enfants, et je jette dans quelle poubelle? La noire, la jaune, et puis ça m'embête de dire, parce que même moi je ne sais plus. Donc là, je vais faire une petite IA qui leur répondrait, c'est la noire, c'est la jaune. Ça, je peux continuer à lire, moi. Donc, cette belle utilisation de l'IA qui a du sens, écologique, mais je pense qu'on a compris le sens justement de ce que tu voulais préciser comme règle générale
devrait suivre toute innovation dans l'intelligence artificielle. Le temps nous étant compté, on va peut-être passer à des questions que le public pourrait avoir dans la salle à propos d'intelligence artificielle, que ce soit sur un niveau éthique